Tambali. Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. On a envie de bien faire, peur de se tromper, et on se demande où est le mode d'emploi. Spoiler, il n'y en a pas. Mais pour trouver des témoignages et des conseils utiles, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Tambali, le podcast qui dit tout haut ce que les parents vivent tout bas. Je suis Alix Dien, doula basée à Dakar. J'accompagne les femmes et les couples avant, pendant et après l'accouchement. Je suis moi-même mariée et maman de 2 enfants franco-sénégalais. Et je vous accueille dans le premier podcast qui explore la parentalité en Afrique de l'Ouest. Chaque mois, j'échange avec des parents qui racontent leur expérience, avec leurs joies et leurs difficultés. Et à travers leurs récits, vous verrez que ce que vous vivez, d'autres le vivent aussi. Et je reçois également des professionnels de la santé et de la périnatalité qui partagent leurs recommandations et conseils utiles adaptés à nos réalités. Parce que mieux on est informé, plus on est confiant en tant que parent. Grossesse, accouchement, postpartum, couple, relations parents-enfants, aucun sujet tabou, on parle de tout. Vous êtes prêts ? Bonjour Moussi. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, je vais bien. Et toi ? Bah écoute, ça va, ça me fait très plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. De te recevoir. Oui, avec plaisir. Ça me tenait vraiment à cœur parce que je suis tes aventures sur les réseaux et aussi on a un aperçu un peu de ta relation avec ton fils. Oui, c'est vrai. À travers les contenus que vous pouvez partager ensemble. Et je trouvais ça très beau et ça m'intriguait un peu d'en savoir plus justement sur ce que ça représentait pour toi, comment tu le gérais, etc. Et déjà, ma première question, ce serait justement ce rôle de maman. Oui. Est-ce qu'il te plaît et pourquoi ? Alors, oui, déjà, mon rôle de maman, il me plaît, ça c'est vrai. Pourquoi ? Parce que je pense que depuis toujours, j'ai toujours voulu, toujours rêvé d'être maman. Maintenant, à quel moment, ça je ne savais pas, j'avais pas d'idée spécifique de comment je voulais que ça se déroule. Mais ça me plaît parce que je pense que l'écart d'âge que j'ai avec mon fils, qui est très peu, fait que c'est vraiment comme un ami, c'est comme un compagnon de vie en fait finalement. Donc je le sens pas comme un calvaire de maman qui, j'ai des responsabilités, ça c'est vrai, mais je le vois comme un humain à part entière et c'est vraiment juste mon compagnon qui est là avec moi. Donc j'imagine plus en fait ma vie sans lui. Donc c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à ça. Après, il y a des réalités derrière par contre, dont je pense que toutes les mamans font face. Mais c'est quelque chose qui a toujours été en moi, surtout que depuis que je suis petite, je me suis souvent beaucoup occupée de mes neveux. J'ai souvent été autour de bébés. Ma mère, elle m'achetait tout le temps des petites poupées pour un peu simuler la maternité. Donc c'est vrai que ça m'a toujours parlé. Du coup, ça me plaît. Ça c'est vrai, ça me plaît beaucoup. Et tu évoques justement quand tu étais petite, toi, dans quel genre de famille, d'environnement tu as grandi ? Tu as grandi ici à Dakar ? Entre Dakar et Paris. Okay. Oui, j'ai grandi entre Dakar et Paris. Donc moi déjà, en fait, mes parents, ils sont séparés depuis que je suis petite, donc depuis que j'ai 4-5 ans à peu près. Du coup, on a grandi avec notre mère. Donc j'ai plusieurs frères et sœurs. Mais du côté de ma mère, donc j'ai déjà une grande sœur qu'elle a eue dans son premier mariage. Et du coup, après, elle est restée 11 ans avant de m'avoir moi. Donc elle était assez contente et je pense qu'elle a vraiment profité avec moi, surtout un peu comme sa petite poupée, quoi, on va dire. Parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de bébé et tout. Et de là, après, il y a eu mon petit frère et ma petite sœur. Donc nous, on a le même père et la même mère. Et on a grandi tous les 3, en fait. Voilà. Parce que comme notre grande sœur est quand même beaucoup plus grande, voilà, du coup, elle faisait ses études, etc. Et nous, on était tous les 3 tout le temps. Et on a été en partie au Sénégal, en partie en France. Tous les ans aussi, on se déplaçait. Donc ça veut dire que quand on était au Sénégal, pendant toute l'année, l'été, on était en France. Et quand on était en France, l'été, on était au Sénégal. Donc voilà, donc ma mère, on a toujours un peu vécu les deux. Et du coup, ce qui fait qu'on a une espèce de biculture quand même. Voilà, parce que ma mère, elle a passé une bonne partie de sa vie en France aussi. Et voilà, du coup, c'est comme ça que j'ai grandi. Mais c'est ma mère qui nous a élevés et c'est avec elle que j'ai été
toute ma vie en fait. Voilà. Donc vraiment un peu en nomadisme à cheval sur deux continents, deux pays, deux cultures. C'est comme ça que j'ai continué ma vie d'ailleurs, voilà. Okay. Oui, on n'est jamais quelque part tout le temps, on bouge tout le temps. Et ça, c'est Et est-ce que, parce qu'aujourd'hui comment tu te définirais, modèle, artiste? Moi, je suis une artiste multidisciplinaire. Ça veut dire que je fais beaucoup de choses dans le milieu artistique, dans le milieu créatif. Donc déjà, je suis directrice artistique, je suis styliste et je suis mannequin et en même temps, je fais de la création de contenu. Du coup, ce qui fait que je touche différents pôles dans ce domaine-là. Et avec mon fils aussi, on représente un duo aussi de famille monoparentale parce que du coup, j'élève mon fils toute seule. Et aussi un duo de modèles en même temps parce que lui aussi, il est mannequin international. Et voilà. C'est aussi votre identité, donc tu as ton identité de modèle et vous avez votre identité de modèle en tant c'est ça, que famille et représentation, comme tu disais, de famille monoparentale. Et est-ce que ce côté justement artistique, est-ce qu'il s'est exprimé dès petite? Est-ce qu'il a plutôt été encouragé? Est-ce que vous êtes une famille d'artistes ou est-ce que c'est vraiment une singularité? Non, en fait, on est une famille d'artistes, ça c'est vrai. Maintenant, moi quand j'étais petite, de ce que ma mère me décrit, j'ai toujours été vraiment une petite très coquette, qui aimait vraiment l'attention, qui... j'avais vraiment la joie de vivre. Vraiment, c'était... voilà. Et comme je te disais aussi, ma mère, elle aimait beaucoup, beaucoup m'habiller. Donc, j'ai énormément de photos avec des super belles robes. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que j'avais tendance à vouloir... surtout, j'aimais beaucoup faire des jeux de rôle ou me déguiser. Donc, parfois, je mettais beaucoup de poudre sur mon visage. Je voulais me maquiller, je voulais faire comme ma mère. Il faut savoir que ma mère aussi, c'est quelqu'un qui adore la mode, qui s'habille toujours voilà, avec des vêtements super extravagants. Voilà, elle a son petit style, c'est d'ailleurs ma caverne d'Ali Baba, c'est comme ça que je l'appelle, parce que je récupère tout chez elle en fait, voilà. Et notre père, donc lui aussi, pareil, lui il est couturier, donc du coup ça fait que voilà, on a toujours un peu baigné dans ce milieu-là, bien que voilà, nous on n'a pas grandi avec lui, donc on était vraiment avec notre maman. Mais avec le temps, bon voilà, j'ai grandi, je m'étais un petit peu renfermée quand même pendant un long moment, suite à des choses que j'ai vécues. Et c'est vraiment quand j'ai eu mon fils justement, et après, pas sur le coup, parce qu'au début c'était le temps voilà, de s'adapter à cette nouvelle vie-là, que petit à petit, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi, où en fait, voilà, j'ai commencé à de plus en plus partager, montrer ma créativité, mieux m'assumer qui j'étais réellement, parce que je me suis toujours sentie un peu différente des autres aussi. Et maintenant que je suis moi-même... grâce à ça aussi, quoi. Donc, il y a eu quand même cet impact-là de la maternité, oui. Et donc, tu disais que tu avais eu un écart d'âge assez réduit avec ton fils. Et du coup, que tu avais aussi toujours eu ce désir d'être maman. Donc, au final, est-ce que toi, dans ta vie, assez vite, tu as eu ce désir d'enfant que tu as voulu concrétiser? Oui, en fait, c'est pas que j'ai voulu concrétiser ça. En gros, moi, la vie, je la prends toujours comme elle vient, pour tout ce que je fais. Et en fait, quand j'étais adolescente, on va dire, donc moi j'ai une cousine, parce qu'en fait dans notre famille on est très très proches, donc j'ai une cousine maternelle qui est comme une deuxième maman pour moi, qui a eu sa première fille, donc c'était vraiment le bonheur absolu pour nous, et je passais énormément de temps avec elle. Aujourd'hui elle a 17 ans, donc voilà, ça ne me rajeunit pas, mais en fait j'apprenais les premiers gestes. Donc ça veut dire que je voyais comment s'occuper des bébés et des enfants, parce que, comme je te disais, quand j'étais plus petite, même à 8 ans, j'avais un petit cousin qui était tout le temps à la maison, sa maman, elle me le laissait, etc. Mais là, je voyais vraiment les vrais gestes avec un nouveau-né, les étapes, le bain. Et ma cousine, elle est très maniaque comme moi. Donc je m'étais dit, quand je serai maman, je voudrais être comme elle. Et en fait, quand j'ai eu mon fils, j'ai eu exactement les mêmes gestes que je répétais en fait. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis mariée très jeune. Donc, je suis mariée à peu près à 20 ans. Ma mère n'était pas d'accord, mais bon, elle m'a laissé faire parce que voilà, la famille se connaissait, etc. Mais sa seule condition, c'était que je continue mes études. Donc, je suis repartie en France parce que je me suis mariée ici au Sénégal. Je suis repartie en France. On s'était rencontrés en France d'ailleurs de base. Et là-bas, j'ai continué. Donc, j'ai eu mon premier diplôme. Mais quand je suis revenue, je suis tombée enceinte voilà, de mon fils. Donc, c'était pas forcément prévu, mais c'était pas voulu non plus. Donc, voilà, j'ai juste vraiment pris ce qui venait. C'était pas planifié, non, mais en même temps, c'est vrai que ce côté de
s'organiser, planifier, c'est assez nouveau. C'est ça, avant, carrément. On se mariait et puis on avait des enfants quand les enfants arrivaient, donc c'était un peu ce... Oui. Après, c'était pas il y a si longtemps que ça non plus, parce que aujourd'hui, j'ai 31 ans là, donc... oui, voilà. Donc, je veux dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à se dire qu'il faut planifier, il faut planifier, mais justement, exactement. C'est quand même très... c'est pas évident d'organiser. Voilà. Après, bien évidemment, quand tu viens de te marier, surtout ici, malgré qu'on se dit que c'est l'Afrique et tout, mais au Sénégal, quand même, ils ont beaucoup cette mentalité-là. Surtout nos parents, je trouve, où ils vont te prendre à part et te dire, par contre, t'as pas intérêt à tomber enceinte, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on a un peu moins fait comprendre. Après, c'est arrivé. Ma mère, elle était très contente. Oui, une fois que l'enfant est là. Oui, bien sûr, oui. Ça reste... C'est ça, oui. Une bénédiction. Et donc finalement, tu t'es retrouvée mère assez vite. Et quel impact ça a eu pour toi? Tu t'es dit, de toute façon, je vais continuer le chemin que j'avais prévu, mes études, etc. Ou parce que qu'est-ce que ça impliquait même en termes de mode de vie? Parce que du coup, si toi tu étais à l'époque en France, ton mari était au Sénégal, est-ce qu'à un moment donné tu t'es... En fait, c'était un peu compliqué entre lui et moi. Donc, du coup, ce qui faisait que dans tous les cas, il n'y avait pas d'impact par rapport à ça. Mais c'est vrai que je me suis posé des questions. Je me suis dit, ok, d'accord, là, je vais devenir maman. Ma vie, elle va changer. Comment je vais faire? Mais j'étais encore jeune. Donc, j'étais encore, on va dire, pas sous les jupons de maman, mais dans les parages. J'habitais chez ma mère. Et donc, je suis tout de suite partie en France, directement. Donc, dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'étais à même pas un mois, donc je suis partie directement. Et je me suis dit, on verra. Moi, je suis vraiment du style à aller là où le vent m'emmène. Même si je suis quelqu'un de très organisé. Mais en même temps, je me suis dit, on y va et on verra. Je me suis juste dit que j'espère que je serai à la hauteur et que je vais m'en sortir et que ça ira. Parce que sur le coup, on pense au fait que oui, d'accord, on va avoir un bébé, c'est mignon et tout. Mais c'est un être humain qui va être là avec moi tout le temps. Et comment ça va se passer, du coup, voilà. Ouais, c'est comme tu le disais au début, c'est une responsabilité. Complètement, en fait. C'est une grosse responsabilité. Et moi, c'est surtout dans cet aspect-là où j'ai commencé à avoir peur. Mais je suis allée, je me suis dit, écoute, tu vis l'instant présent, on verra plus tard. Donc voilà. Mais je pense que j'ai l'impression, quand je vois les mamans que j'accompagne, j'ai l'impression qu'avec la jeunesse aussi, il y a ce côté un peu insouciant. Exactement. De se dire, de toute façon, c'est là. On est moins aussi dans le calcul, l'anticipation, etc. On se dit, en fait, c'est là et puis on va... Exactement. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, le fait d'avoir été jeune. Parce que quand je me vois aujourd'hui, je suis beaucoup plus mature, je vois les réalités. Si c'était avec cette mentalité-là à l'époque, je serais en stress total, je serais en panique. Mais sur le coup, je me dis, ok, trop cool et tout. Voilà, un bébé. Un bébé, voilà, c'est tout. Okay. Et comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as aimé être enceinte? Oui, ça a été. En fait, au début, franchement, j'ai eu une grossesse facile au début. Ça allait. J'avais juste peur d'être malade parce qu'on entendait souvent que tu vomis beaucoup. Moi, j'ai vraiment la phobie de vomir et tout. Mais finalement, Dieu merci, j'ai pas eu ces problèmes-là. J'ai pris mon temps, donc ça veut dire que j'ai pris une année sabbatique à ce moment-là pour juste me consacrer à ma grossesse tranquille, me reposer. Je regardais des séries, je dormais, je me réveillais, voilà, je sais que ça. J'étais tranquille. Fabriquer un être humain, c'est une activité à part entière. Malheureusement, on est dans des sociétés où on a plus vraiment le temps de se consacrer à ça. Oui. Mais moi, je trouve que ça très bien. Franchement, ça m'a fait du bien à ce moment-là. Donc, et puis j'étais chez ma mère, il y avait mes frères et sœurs. Et ma mère, elle était là-bas, en fait, elle est restée avec moi, je dormais même avec elle dans son lit, du début à la fin, pour me soutenir. Et en fait, c'est juste à 7 mois, par contre, j'ai eu une menace d'accouchement prématuré. Parce que j'avais appris une nouvelle, des choses qui m'ont un peu... des chocs émotionnels, ça joue énormément. C'est ça, exactement. Et en fait, j'étais dans un déni, parce que moi, en fait, c'est comme si quand j'ai eu le choc, le lendemain, j'avais une consultation, donc je suis allée, ma gynéco qui me dit, ton col est ouvert, et en plus, t'as des contractions et tout. Je dis, oui, c'est vrai que j'ai mal au ventre depuis hier et tout, mais bon, voilà. Et elle me dit, ok, il faut que t'ailles à l'hôpital. Mais moi, j'ai pas compris sur le coup. Donc moi, je prends mes affaires, je commence à partir. Elle me dit, tu vas où? Je lui dis, je vais chez moi. Elle me dit, non, tu dois aller à l'hôpital, tu dois aller aux urgences. J'étais, à ce point, donc j'appelle ma mère, elle est en panique et tout. Je pars aux urgences, ils vérifient. Et là, le fait de savoir que je vais aux urgences, d'un coup, les contractions augmentent. Et j'étais complètement en panique. Et du coup, ils vérifiaient, je voyais qu'ils faisaient des têtes bizarres, j'ai commencé à avoir peur, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout. Et du coup, ils m'ont retenue. Et je crois qu'ils ont commencé à me donner des médicaments, je me souviens plus. Pour essayer, j'imagine, d'arrêter les contractions. C'est ça, arrêter les contractions, voilà, c'est ça. Et il me semble m'a donné quelque chose aussi je sais pas si c'était pour accélérer la croissance ou quelque chose. En tout cas, il y a des choses. Peut-être l'injection de corticoïdes pour le développement des poumons. Ah oui, c'est ça. En général, c'est ça. C'est un risque d'accouchement prématuré. Donc c'était ça. Et du coup, je suis restée 3 jours. Et après, j'ai eu un allaitement à domicile pendant 3 semaines.
Et ça, pour le coup, ça m'a vraiment... c'était très dur. Ouais. Parce que j'avais pas le droit de bouger, je pouvais juste aller aux toilettes. Et j'étais tout le temps couchée. Ouais. Donc, moralement, c'était dur. Ouais. Ouais, c'était... En fait, d'être à domicile parce qu'on l'a choisi ou parce qu'on y est contraint, c'est pas la même chose. C'est vraiment différent. Alors pourtant, j'étais souvent à la maison. Ouais. Mais là, le fait de savoir que je ne peux pas bouger et qu'on me dit de pas bouger, là, par contre, c'était dur, oui. D'avoir vraiment cette liberté de mouvement complètement restreinte. C'est ça. Ouais, psychologiquement, c'est pas évident quand il y a des mamans qui sont allaitées. Je trouve qu'une des clés, c'est aussi de voir quelles activités on peut faire en étant allaitée. Aussi, c'est vrai. D'écrire. Oui, c'est vrai. Tu vois, trier ses photos, faire un album, se donner un peu des occupations au-delà. C'est ça. Parce que les journées sont très très longues, du coup. Ouais. Ouais. Et puis je me disais 3 semaines, mais c'est interminable. Quand ça avait fait 1 jour, 2 jours, je me dis mais c'est pas possible, je vais pas tenir. Il y a des moments où on rêve de rester au lit toute la journée. Si c'est un jour, ça va, mais 3 semaines. 3 semaines, c'est énorme. C'est énorme. Du coup, il y avait la sage-femme qui venait me voir. Heureusement, elle était sympa, on s'entendait bien et tout. Et au début, j'avais commencé des cours de préparation à l'accouchement, que du coup, j'ai continué à la maison. Mais c'était bien de continuer à la maison parce qu'en fait, quand j'allais au cours de préparation à l'accouchement, j'étais toute seule et tout le monde était en couple. Donc je me sentais un peu voilà quoi. À part. Voilà, c'est ça. Ouais, ça a accentué, on va dire le contexte familial un peu différent quoi. Exactement. Ouais, je comprends. Donc finalement d'avoir ces cours-là plutôt à domicile. Oui, c'était plutôt bien. Franchement, j'étais contente. Ok. Et pour l'accouchement, finalement, tu as réussi à amener la grossesse jusqu'à un terme qui... on a failli me déclencher. Donc, en fait, c'était le paradoxe. Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'était... Tu t'es tellement calmée que du coup, il ne voulait plus arriver. Oui, et ma mère était très en colère. Du coup, elle dit oui, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout, il faut qu'ils sortent. Parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Et je m'attendais pas à ça. Ça veut dire qu'en fait, quand les 3 semaines sont passées, ils m'ont dit que voilà, maintenant, à partir de maintenant, même s'il naît, il n'y a plus de problème. Il est arrivé à terme, quoi. Voilà, mais pour moi, comme il y a eu la menace, donc ça veut dire dès que c'était fini, dès que je vais un peu marcher, ça y est, il va sortir. Mais en fait, non, il est resté 1 mois de supplémentaire. Et c'était interminable. Et j'ai tout fait, j'ai marché. Pour son développement, tant mieux. Oui, mais tant je comprends mieux. que psychologiquement, quand on s'attend à quelque chose et qu'il faut encore patienter 1 mois, c'est ça. Pareil. Et puis j'avais déjà tout préparé, tout était là, autour de moi et tout. J'attendais. Et ça venait pas. Et je me rappelle, c'est un soir où j'étais sortie. Donc c'était en avril. Il faisait beau et tout, je suis allée me promener pour marcher un petit peu. J'avais toujours pas de contraction. Et en fait, c'est que j'ai eu aussi beaucoup de fausses alertes. Donc je suis allée quand même à l'hôpital 3 fois. On m'a dit à chaque fois de repartir. Donc ça, c'est dur aussi. Et je suis revenue très en colère, j'ai claqué la porte et tout le monde me disait « Oula, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et du coup, je disais « Non, en fait, j'en ai marre. J'en ai juste marre, je veux juste accoucher, voilà. » Et je suis allée me coucher et à 5h du matin, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Mais c'était la première fois en fait que je ressentais cette douleur-là. Parce que je me rappelle que quand j'allais aux urgences, on me disait que ça peut pas être ça, parce que si c'est ça, vous ne seriez pas comme ça. Voilà. Et là, je me suis dit, ok, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ? J'ai même cru que j'ai mangé quelque chose, je sais pas. Et finalement, c'était bel et bien les contractions en fait. Donc je suis partie tout de suite à l'hôpital. Mais ça, c'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte avant d'avoir vécu pour la première fois. On n'a aucune idée. Est-ce que je saurais reconnaître une contraction ? À chaque fois, je dis, maman, oui, tu sauras. C'est ça, exactement. A priori. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est assez indescriptible en fait, la façon dont on s'apprend. Exactement. Et là, je m'en souviens plus. Je sais juste que c'était spécial quoi. Peut-être que la nature est bien faite. Exactement. On s'en souvient pas trop. Oui. Et donc finalement, quand ça... Et c'est intéressant parce que ce que tu dis aussi, t'es rentrée en disant mais en fait là c'est bon, je vais accoucher. Je trouve que souvent aussi le fait juste de verbaliser, même de parler à son bébé, de lui dire en fait maintenant... Oui, c'est ça. Faut que et c'est comme ça que je l'ai ressenti d'ailleurs, parce que justement j'en pouvais tellement plus que la nuit j'étais très très triste et j'étais dans ma tête et même je parlais parce que je lui parlais aussi, je lui disais maman est fatiguée. Et c'est ce que je raconte tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Je dis oui, mon fils il m'a entendu. Donc il s'est dit ok, c'est bon, je sors. Moi j'y crois beaucoup. Moi je pense vraiment que le fait de se connecter, alors c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde de parler à voix haute. Oui, moi ça on peut se connecter de différentes façons, avec le toucher, la musique, ou même en parlant dans sa tête. Mais moi si le corps et l'esprit sont connectés et que le bébé il est en nous, forcément il est connecté à un niveau qui est pas forcément celui qu'on imagine. Mais même moi je le vois quand il y a des mamans par exemple, elles ont des douleurs un peu pendant la grossesse, elles disent il m'appuie sur la côte, ça me fait mal et tout. Je dis demande-lui de bouger. Genre elle me regarde comme ça, je dis vraiment demande-lui de bouger. Je t'assure que dans 90% des cas le bébé bouge.
Donc, incroyable. Donc, non, donc c'est très possible qu'il t'ait entendu et qu'il se soit dit, bon, allez, c'est bon, je la libère. Voilà. À 5h du mat, voilà. Il s'est dit, ok, c'est bon. C'est bon. Et du coup, après, ça s'est bien passé. Est-ce que tu avais des attentes par rapport à l'accouchement? Est-ce que vraiment c'était... l'accouchement, non, si. En fait, pareil, pour l'accouchement aussi, moi, quand j'étais plus jeune, je regardais tout le temps Baby Boom, par exemple. J'aimais trop. Et donc, je savais vraiment tout ce qui se passait. Donc, j'étais plus que préparée. Maintenant, j'avais un peu peur de la douleur, mais bon, ça aussi, je me suis dit, vas-y, on y va en mode tranquille. Après, moi, j'avais demandé la péridurale, par contre. Et là où c'était compliqué, c'est que c'est allé beaucoup trop vite. Donc, elle n'a pas vraiment fonctionné. Ouais. Et j'aurais préféré avoir eu le choix donc de décider de ne pas l'avoir, quitte à ce qu'elle ne fonctionne pas, plutôt que de me préparer à l'avoir et que ça ne fonctionne pas. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est important aussi, voilà, de se préparer à tous les scénarios. Exactement. Parce qu'en fait, finalement, quand ça va vite, ça veut dire que même sans, on va gérer parce que ça va aller vite. Mais si psychologiquement, on n'est pas prête, c'est là où des fois on peut perdre pied, parce que c'est pas le scénario qu'on avait imaginé. C'est pour ça que je trouve que c'est important à chaque fois d'envisager les différents scénarios et de se dire, et si ça marche pas, ou s'il n'y a pas le temps, parce que c'est vraiment après le mental qui va... C'est vrai que ça, j'y ai pas pensé du tout, on n'a même pas particulièrement parlé, donc bon, moi je suis allée comme ça. Et puis bon, à l'hôpital, ils en avaient pas marre, mais c'est vrai que j'étais venue 3 fois. Donc là, la 4e fois, elle me dit non, mais madame, je dis mais attendez, laissez-moi terminer ma phrase. Cette fois, j'accouche. Là, je sais que c'est ça. Elle me dit ok, on va voir, mais franchement, et quand elle a regardé, elle m'a dit oula, ils étaient vraiment dans le rush parce que c'est allé très vite. Donc là, c'était là. Non, oui, c'est ça. Ouais, Et après, ça s'est bien passé. Juste, en fait, j'avais eu du mal à pousser parce qu'en fait, comme la péridurale avait pas été bien installée, aussi ils avaient dilué la dose, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Et donc moi j'ai commencé à m'énerver un petit peu, je leur ai dit non, je vais pas accoucher comme ça, j'avais pas prévu, donc vous faites vous devez faire ce qu'il faut quoi. Et finalement c'est comme s'il y avait c'était trop. Et du coup après tu sentais plus vraiment les sensations. Et j'arrivais pas à pousser et ils voulaient pas sortir. Donc on a dû appeler un médecin qui a dû utiliser des forceps, je crois. Voilà, et il est né avec des forceps. Oui, ça c'est un peu l'inconvénient, c'est que si la péridurale est trop dosée ou faite un peu tard, après on n'a plus ces sensations. Où ça pousse, et ça j'ai regretté un petit peu parce que j'aurais aimé quand même sentir un petit peu, mais bon, voilà. C'est ça. Après on prend des décisions avec les informations qu'on a sur le moment. Avec le recul, on se dit si j'avais su, oui, mais en fait on savait pas. Donc il faut aussi être indulgente avec soi-même et se dire j'ai fait au mieux que je pouvais par rapport aux informations que j'avais à ce moment-là. Et cette première rencontre avec ton fils, est-ce que c'était tout de suite genre je l'ai reconnu, ou est-ce que tu as eu un moment de Non, c'était magique. En fait, déjà j'étais choquée parce qu'il me ressemblait. Je m'y attendais pas du tout. Oui, c'est ça. Il me ressemblait et puis il est né tout noir parce qu'en fait en général les bébés même noirs ils naissent un peu clairs et moi je suis née aussi toute noire et du coup j'étais choquée, j'ai regardé ma mère, elle m'a dit il est comme toi et je le trouvais très petit parce qu'en fait on les imagine mais on n'imagine pas à quel point ils sont petits aussi. Je me dis mais depuis tout ce temps il était dans mon ventre, c'est incroyable, il est tout petit et tout. Donc j'étais toute souriante, j'ai les photos, j'étais toute heureuse. On me l'a posé et je l'ai tout de suite mise au sein. Oui, direct. Et franchement c'était parti pour l'aventure comme ça. C'est comme si il avait toujours été là quoi. Donc c'était vraiment ce côté de reconnaissance immédiate. Direct. Franchement il y avait création du lien, mise au sein, tout a été fluide. C'est ça, exactement. Mais en fait, je l'avais imaginé pendant longtemps. Et du coup, c'est comme si le bébé imaginé, lui, par contre, il a disparu, entre guillemets. Et là, c'était ce vrai bébé qui était là. Ça, c'est vrai que ça peut arriver aussi d'avoir une projection du type de bébé qu'on aura. Et puis finalement, après, on est confronté à la réalité. Et parfois, la réalité dépasse complètement nos attentes. Oui, complètement. Et parfois, il peut y avoir un petit délai d'ajustement de... C'est ça. J'imaginais pas que c'était exactement comme ça. C'est ça. Un bébé. Oui. Et oui, non, franchement, ça a été. Parce que finalement, c'est un être tout neuf et on apprend aussi à le connaître. Complètement. On sait que c'est son bébé, mais on apprend à tisser le lien et à le comprendre. Et puis c'était marrant parce qu'il est né les yeux ouverts. Donc même, il n'était pas encore complètement sorti, on me disait déjà qu'il avait les yeux ouverts. Et il a eu les yeux ouverts pendant 10 heures, quoi. Il fermait pas les yeux. Oui. Mais en même temps, regarde la maman qu'il a. Il avait envie de l'admirer, je comprends. Il me regardait comme ça, c'était trop mignon. C'est chouette. Et après cette période de postpartum, donc toujours chez ta maman, c'est ça. Comment tu l'as vécu? C'était compliqué parce qu'en fait ma mère, dès que j'ai accouché, elle est partie par contre. Elle est repartie à Dakar parce qu'elle était là-bas depuis trop longtemps. Elle m'a soutenue du mieux qu'elle pouvait, mais il y avait quand même mon frère et ma soeur, mais ils étaient jeunes. Parce que si moi j'avais 21 ans, c'était l'année de mes 22 ans, parce qu'en gros son baptême c'était le jour de mon anniversaire, parce qu'on a une semaine d'écart.
Et donc j'étais avec eux, mais ils étaient jeunes, quoi, donc ils peuvent pas faire grand chose à part. Oui, c'était pas leur préoccupation. Ils se rendent pas compte, en fait. On est très très proches. Donc c'était vraiment, enfin ma petite sœur aujourd'hui, on l'appelle Mapa, c'est maman papa de mon fils. Donc elle était là, malgré tout, elle avait 17 ans, mais voilà, elle me soutenait beaucoup. Mon petit frère, bon bah voilà, en plus lui c'était ses débuts, il faisait de la couture, on était sans dessous, voilà. Mais en fait. J'avais leur soutien, mais après, j'avais quand même ma réalité de maman seule avec son enfant, quoi. Donc c'était compliqué. Et surtout que les suites de couches ont été très douloureuses pour moi parce que j'ai eu une épisiotomie, une déchirure, enfin c'était très compliqué. Oui, bah, avec les forceps, effectivement, c'est assez inévitable, malheureusement. C'était compliqué. Et je me dis, c'est pour ça, d'un côté, même si je me suis dit c'était dommage pour la péridurale de l'avoir posée pour rien, je me suis dit ça m'a servi au moins parce que j'étais pas au courant qu'il s'était passé ça. Et ils m'ont pas prévenu, ça aussi ça m'a fait un peu mal quand même. J'aurais aimé qu'on me dise, Oui, que tu puisses te préparer à ce qui allait suivre et potentiellement aussi les douleurs que ça implique, la cicatrisation, etc. C'est ça, donc c'était très 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 douloureux. L'allaitement aussi, j'ai beaucoup souffert. Et du coup, quel accompagnement tu avais? Parce que bon, tes frères et sœurs, même s'ils sont présents, ils peuvent te soutenir, mais sur tout ce qui est conseils sur la récupération, sur l'allaitement, etc. Comment tu t'es débrouillée? Toute seule, comme ça, dans le tas. Autodidacte, comme d'habitude. Comme toujours, c'est ça, toute seule. Et oui, donc après, voilà, bon, j'étais à la maison, je devais m'occuper de mon fils, donc c'était vraiment la routine, tété, machin. Après, moi, j'avais opté pour vraiment tout ce qui était à volonté. Donc ça veut dire, moi, je suis fait juste le rythme de mon bébé, il dort à l'heure qu'il veut, il n'y avait pas d'horaire. Même quand la sage-femme passait au début, on me demandait, oui, c'est quand la dernière fois qu'il a mangé, je ne me souvenais plus. Je disais juste, voilà, moi, je suis juste son rythme. Il l'a mangé quand il avait faim. Tout simplement, voilà. Si je devais le porter, il pleurait, que j'avais envie de le porter, je le portais. Je ne vais pas me dire, bon, bah, je le pose parce que sinon, il va s'habituer au bras. Enfin, voilà. J'étais dans son rythme, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est une chance aussi, et enfin, c'est une chance que tu as construit parce que c'est des choix que tu as fait, de pouvoir vivre au rythme de son bébé. C'est un rôle de postpartum complètement différent. Complètement. Ce qui est difficile, c'est quand on a beaucoup de contraintes et qu'on doit s'adapter, et qu'on doit essayer d'adapter un bébé qui vient de naître et qui n'a pas de rythme, du coup. C'est vrai qu'en général, quand on a la possibilité, surtout quand c'est un premier, c'est un petit peu plus facile, mais de vivre au rythme de son bébé et de s'adapter à ça, de dormir quand il dort, de le nourrir quand il a faim, en général, on récupère aussi c'est ça. Mieux quand même. Oui, ça c'est vrai. Du coup, franchement, ça allait, mais j'étais juste très très fatiguée et physiquement en fait. Ouais, et puis je pense aussi émotionnellement, c'est beaucoup. Émotionnellement, c'est dur. Hein. Parfois, la nuit, je craquais, je me mettais à pleurer parce que j'en pouvais plus de me lever, changer des couches. Voilà. Mais il y avait ma petite sœur qui m'aidait, qui me disait t'inquiète pas, donne de moi, parce qu'elle était en train de réviser, elle était encore à l'école. Et elle me le gardait juste le temps que je récupère 2 secondes, quoi. Et est-ce que là, à ce moment-là, t'as eu un moment de dire, ok, maintenant qu'il est là, comment ça va s'articuler cette vie? Tu avais pris une année sabbatique. Est-ce que tu avais déjà un plan? Est-ce que tu t'es dit, pareil, au jour le jour, on va voir comment ça se passe? J'avais aucun plan. Je suis partie au feeling complètement. Je me suis dit, il est là. Mais il y avait une chose que je m'étais dite, et ça, c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit, je ne m'adapterai jamais. En fait, je vais jamais faire en sorte que ce soit mon bébé qui va s'adapter à la vie ou à ma vie. Donc en fait, je suis d'abord maman et le reste, ça va suivre. Voilà, j'ai pas fait l'inverse. J'ai pas, donc mon fils, j'ai jamais fait garder ni en crèche ni rien du tout. Je me suis toujours occupée de lui jusqu'à aujourd'hui. Donc bien sûr, je comprends les personnes qui le font et je ne juge absolument pas ça. C'est juste que moi, c'est mon choix, surtout ayant été une enfant qui a grandi avec nous. Parce que moi, ma mère, c'était vraiment une businesswoman qui travaillait et qui a tout fait pour nous mettre dans des meilleures conditions. Et je la remercierai jamais assez parce qu'aujourd'hui, on n'aurait jamais eu la vie qu'on a sans elle. Ça, c'est vrai. Mais dans un autre aspect, moi, ça me manquait aussi cet aspect où je voulais être aussi avec ma mère, avoir des liens, pouvoir. Mais voilà, elle, c'est ce qu'elle pouvait. Et puis, vivre les moments du quotidien. Voilà, donc voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, le reste va suivre en fait. Mais je l'avais gardé pour moi, j'en avais pas encore parlé parce que je savais que si je disais que c'est le reste qui va s'adapter, on va me dire, mais non, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce qu'on m'a souvent dit, mais j'ai prouvé que non. De toute façon, quand on challenge un peu le modèle en général, ça peut être compliqué. Déjà parce que c'est pas ce qui se fait, et parce que aussi les autres, de toute façon, vont toujours projeter leur peur ou leur limitation sur toi. Donc en fait, quand on va te dire tu peux pas faire ça, souvent ça veut dire moi je me sentirais pas capable de. Et c'est ce que j'ai vécu tout le long d'ailleurs de ce process jusqu'à aujourd'hui, en tout cas même avec mon fils, où parfois on va me dire mais quand même des fois t'as peut-être besoin de te reposer, mais en fait je me suis pas plainte, donc I'm fine, tu vois, je m'occupe de lui. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas évident, etc.,
Mais c'est mon choix et je l'assume et puis voilà. Et même quand c'est son choix, des fois on a le droit de se plaindre. Hein. C'est ça, exactement ça, oui. Non, en fait, ça veut dire, en gros, je veux dire, quand je dis je m'en suis pas plainte, ça veut dire je suis pas venue me plaindre à toi. Oui, chose, bien donc sûr. t'as pas à me dire, tu peux pas supposer que si ça va ou ça va pas, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est ça souvent, ouais, c'est vraiment ce truc de projection et il faut arriver à se détacher et à se dire voilà, leur avis leur appartient. C'est ça. Et moi je fais les choses comme je l'entends et comme elles me semblent devoir être. Oui. Et du coup, comment tu l'as construit ta vie d'artiste et ta vie professionnelle? Est-ce que c'est les opportunités qui sont venues à toi? Est-ce qu'à un moment donné, tu as commencé à faire des choses, parce que tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu crées, c'est autour de toi, de ta personnalité. C'est ça. Quel était un peu le processus? Alors, le processus de ça, c'est que je suis sortie de ma zone de confort. Okay. De base, oui, voilà. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très, très réservé. Donc, quand je dis réservé, c'est paradoxal parce qu'on me voit, je suis très extravagante, etc. Mais quand je dis réservé, ça veut dire que je ne vais pas parler de moi, je ne vais pas expliquer mes problèmes, même dans ma vie de tous les jours, ce que je peux rencontrer, les difficultés, etc. Il y a plein de gens qui le savent pas, c'est vraiment les gens très, très proches. Je suis très sélective dans mon entourage, je m'ouvre pas à tout le monde, j'observe, je prends mon temps, etc. Et donc, c'est difficile pour moi de faire confiance. Donc pour, entre guillemets, s'exposer, il faut aussi, entre guillemets, un peu faire confiance. Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait sur le tas, parce qu'en fait, au début, moi, il y a eu un moment, je suis revenue ici à Dakar avec mon fils, en essayant de construire quelque chose, mais qui ne me ressemblait pas. Donc j'ai essayé d'être, pas Madame Tout-le-Monde, mais j'ai un peu essayé. Donc travailler en bureau, avoir la routine, j'ai appris nounou, mais que je laissais chez ma mère parce que moi je suis un peu paranoïaque, on va dire, et je l'emmenais tous les jours chez ma mère parce qu'à ce moment-là du coup j'habitais chez ma belle famille. Je l'emmenais la nounou chez ma mère avec mon fils pour m'assurer que voilà. Et après bon, il y a eu aussi d'autres choses qui ont fait qu'après je me suis retrouvée chez ma maman encore. Et voilà, ça n'a pas duré longtemps. J'étais plus à l'aise avec ça, ça ne me plaisait pas. Moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas travailler pour les gens. Ça veut dire que je peux travailler avec les gens, mais pas pour. Voilà, ça c'est compliqué pour moi. Et donc, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, tu vas juste te construire toi-même, toute seule. Et donc, déjà, au début, je me suis lancée dans l'événementiel. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que j'ai tout le temps des idées farfelues. Donc, et même pour mon fils. Donc, je lui faisais toujours des anniversaires extraordinaires que je faisais moi-même. En fait, ça m'amusait de faire ça pour lui. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas travailler dans ça? Tiens. Donc, j'ai commencé à faire ça, etc. Ça a duré quelques temps. J'ai eu une période aussi, je m'étais lancée dans... J'avais une marque de vêtements pour enfants. Donc, je faisais la couture moi-même et tout. Parce que du coup, on sait coudre chez nous. Donc, voilà. Mais ça n'a pas duré, parce qu'après aussi, il y avait les responsabilités que je devais avoir envers mon fils, notamment financières, parce que je m'occupe de lui toute seule. Et du coup, je ne pouvais plus investir en fait dans mon propre projet. Et moi, je n'aime pas dépendre. Donc, je ne suis pas vraiment dans les histoires de, voilà, maman, papa... qui vont aider dans des choses, surtout que ma mère déjà elle a fait tout ce qu'elle a pu jusqu'ici pour nous. Moi je suis chez elle, donc c'est déjà un bien. Ça fait que du coup t'as pas à payer de loyer, t'es quand même dans des plutôt bonnes conditions, etc. Mais je voulais quand même avoir mon propre envol, voilà, mes propres choses. Mais je savais que mes choix allaient être compliqués à être digérés par ma famille parce que ma mère, elle, c'est quelqu'un de carriériste. Donc pour elle, c'est études, diplômes, c'est ce qu'elle connaît, c'est normal et je comprends. Et du coup, elle a 4 enfants, donc t'en as 2 qui font exactement ce qu'elle veut. Parce que j'en ai une qui est dentiste, l'autre qui est notaire, tu vois. Et du coup, t'as mon frère et moi, où nous, on est les artistes. Donc plus électrons libres. Exactement. Mais elle a fini par le comprendre et l'accepter parce que du coup on lui a montré que c'était possible et que c'était faisable. Après bien sûr dans la vie on traverse des fois des périodes difficiles et je lui fais toujours comprendre que les périodes difficiles tout le monde les traverse, que tu travailles en bureau ou je ne sais où, tout le monde traverse des périodes difficiles, mais aussi je n'ai pas envie de faire des choses juste pour faire plaisir aux autres. J'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être authentique et j'ai envie de croire en moi, en mes rêves et de prouver que c'est possible de s'en sortir en étant maman, jeune et seule en fait. Et je l'ai prouvé et aujourd'hui elle le voit et elle est fière aussi. Donc de là donc je suis repartie encore en France parce que du coup nous on bouge tout le temps. Et quand on est reparti, donc j'ai commencé petit à petit. Bon déjà j'étais déjà sur les réseaux sociaux depuis un petit moment quand même. Avant j'étais juste moi normal comme tout le monde sur ces réseaux. Petit à petit j'ai commencé à gagner en abonnés. C'était pas encore intentionnel, c'était plutôt des partages. C'était juste je faisais juste ma vie voilà.
Et après, donc sur mes réseaux, je parlais pas du fait que j'avais un enfant jusqu'à ce qu'il ait peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Donc petit à petit, je partageais des petites parce que les gens me connaissaient parce que comme forcément ici Dakar c'est petit, par exemple, chacun se connaît un petit peu, donc du coup voilà, les gens savaient que j'ai eu mon enfant, etc. J'ai commencé à partager quelques images ensemble, des petites choses, des conseils de maman, des petites activités que je faisais, mais sans le montrer réellement. C'était vraiment juste purement maternité. Ouais. Donc, après, mon compte s'est transformé en compte de maternité à un moment donné. C'est vrai, hein, parce que du coup... ça suit aussi les étapes de la vie, exactement, en fait, de ce que tu es en train de vivre. C'est ça. Et c'était la chose la plus importante de ta vie à ce moment-là. Oui, donc c'était tout simplement. Logique que... Voilà. Et comme moi, je fonctionne beaucoup au feeling, et je m'invente pas de vie, moi. Donc ça veut dire que je vais jamais créer un scénario pour faire du contenu. Ouais. Ce que je partage, c'est vraiment ce que je vis. J'aime bien cette petite phrase, je m'invente pas de vie. C'est ça, oui, non, parce que c'est un peu ça, des fois, sur les réseaux, malheureusement. Mais moi, j'ai pas le temps de faire ça. Je suis très authentique dans mes choix et ça se voit et ça se ressent dans tout ce que je fais. Ouais. Du coup, ce qui fait qu'à ce moment-là, c'était ça. Même aujourd'hui, j'ai des abonnés qui, je suis vraiment désolée s'ils voient cette vidéo aussi, ils diront ok, on t'avait envoyé des messages, tu devais nous revenir pour nous donner une liste d'activités, parce qu'en fait avant j'avais fait des bulles sur ma page où en fait on pouvait aller retrouver des activités que j'ai enlevées parce que mon fils n'est plus un bébé. Oui. Donc je peux pas continuer à parler de maternité, de bébé, etc. alors que je n'ai plus de bébé. Donc il y en a qui me disaient quand je te suivais à l'époque et tout, j'avais trop hâte, je me disais je voulais faire comme toi, que j'allais te poser des questions, est-ce que tu m'envoies une liste de choses à acheter ou une liste de choses à faire, etc. Je leur dis oui, je vous reviens, mais je suis tellement débordée, le temps de retrouver c'était qui m'a dit ça, etc. Voilà, des fois c'est compliqué, mais ça me fait toujours plaisir parce que je me dis ok, donc vous êtes là depuis tellement longtemps et qui m'ont vu évoluer aussi avec le temps. Et donc voilà, donc du coup je suis repartie en France et une fois que j'étais là-bas, j'ai commencé à continuer à partager, mais en fait ce qui se passait réellement dans nos vies. Donc après ça a commencé sur des looks de mon fils, donc j'aimais bien mettre ces petits looks qu'il portait, etc. Ça aussi ça plaisait pas mal, donc j'ai commencé à avoir des collaborations. C'est vrai que les looks de ton fils, c'est des vrais looks quoi. Merci beaucoup. À chaque fois que je regarde mes filles, je suis là, bon. Après c'est vrai que oui, on a vraiment En fait, déjà lui ça lui plaît de s'habiller, voilà, il aime les couleurs, il aime les choses confortables, donc moi vraiment je prône beaucoup pour ça. Même quand j'avais lancé ma collection pour enfants aussi, pareil, c'est ce que je faisais, des vêtements colorés et très confortables. Ouais. Et est-ce que le fait de commencer à avoir ton fils avec toi un peu sur les réseaux, etc., quelles ont été les conséquences de cette exposition? Comment toi tu l'as vécu? Parce que tu disais, c'est une chose, il faut avoir confiance et faire confiance pour s'exposer soi. Oui, ça c'est vrai. Pour exposer son enfant, c'est aussi autre chose. Oui. Comment tu l'as géré ça? Alors déjà au début je le montrais pas, comme certains parents, donc je cachais toujours son visage, je faisais des techniques pour pas qu'on voit sa tête. Mais en fait, mais paradoxalement, nous on avait une vie dont personne n'était au courant. Donc ça veut dire mon fils depuis qu'il avait 4 ans, il était modèle enfant à l'international. Et on avait cette petite vie-là secrète dont seuls mes amis proches étaient au courant. Et en fait, moi j'avais pas de problème à ce qu'il fasse ça en soi, parce que la preuve, il est modèle enfant, ça veut dire qu'on le voit partout en grande affiche, partout dans le monde. Mais tant qu'on ne savait pas que c'était mon enfant, ça me convenait. Donc je voulais pas qu'on fasse le lien en fait avec moi. Voilà. Sauf qu'en fait, on a commencé à faire des choses ensemble. Et il est tout le temps avec moi. Ah oui. Voilà. Et je peux pas continuer à le cacher toute ma vie. Et donc, il fallait faire des choix. Et je me suis dit, tu fais tes choix et après, il faudra assumer. Et puis, faut faire confiance. Moi, je suis croyante, donc je me dis, je fais confiance à Dieu et puis, ça ira. Et c'était il y a 1 an, du coup, là, parce que pendant toutes ces années, je le montrais pas du tout. Ah oui, c'est récent. Ah oui, c'est ça. Je le montrais pas. Je parlais pas du fait de ce qu'il faisait, rien du tout. Et il y a 1 an, j'ai partagé une photo de lui sur les réseaux sociaux où c'était une campagne qui avait beaucoup plu et que personne ne savait que c'était mon fils. Moi, je l'avais vu, c'est ça, et du coup, j'avais même fait un petit questionnaire pour dire est-ce que vous avez déjà vu cette publicité-là. Donc, je dis voilà, c'est la première fois que je vous partage mon fils sur ces réseaux, donc les gens étaient super contents de le voir et tout, voilà. Donc moi aussi ça m'a fait plaisir, mais j'étais stressée et mon frère sur le coup il m'a tout de suite contacté, il m'a dit quand j'ai vu ça, je te connais, je sais que tu dois être en stress. J'ai dit oui, parce que c'est comme si c'est donner une partie de moi aux gens, et c'est mon enfant, donc je veux le protéger, j'avais un peu peur. Mais je me suis dit, bon, c'est la vie, on est ensemble, parce que moi aussi, il faut savoir que même, par exemple, tout ce qui est mannequinat, etc., on m'a toujours incité à faire ça. Sauf que je voulais pas trop rentrer dedans parce que c'était un peu compliqué par rapport à la famille, ça aurait pu être mal vu, enfin voilà. Mais je suis quand même contente de la manière dont ça s'est passé parce que je me dis aujourd'hui je suis mature, donc je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, je peux mettre mes limites. Donc ça fait qu'aujourd'hui, peu importe quelconque photo qu'on tombe sur fin de moi ou voilà, et j'ai pas de problème avec ça et je sais que ça me ressemble et c'est moi et j'assume complètement mes choix, voilà. Alors qu'à l'époque je sais pas, peut-être que voilà.
Mais donc, quand on est plus jeune, on est peut-être aussi moins réfléchi, c'est ça, moins à long terme, on peut peut-être accepter des projets que finalement on se dit ça me ressemble pas tant que ça. C'est ça, ou que plus tard j'avais pas aimé. Tu es sûr de tes choix. Et est-ce que tu t'es senti jugée sur le fait du coup, d'exposer ton fils? Il était déjà exposé comme tu dis parce qu'il était déjà mannequin, mais d'assumer ça aussi sur tes réseaux. Est-ce que les retours étaient quand même positifs? Oui, franchement c'était positif parce qu'en fait déjà les gens le connaissaient déjà sans le voir. Donc parce qu'il y avait même des temps j'aimais bien faire un espèce de quiz que j'appelais le langage de Sid parce qu'il a parlé très tard. Donc il avait un langage très très drôle et je faisais deviner aux gens qu'est-ce qu'il essayait de me dire. Donc les gens nous aimaient déjà bien quand même, ceux qui me connaissaient. Et j'aimais beaucoup aussi partager les coulisses de, comme je te dis, tout ce que je faisais pour lui, ses anniversaires, ses activités. Je suis vraiment super dévouée dans. Donc en fait, ils ont juste mis un visage sur le petit garçon qu'ils imaginaient depuis des années. C'est ça, exactement, c'est juste ça. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, mon entourage avait aussi respecté ce choix-là, donc il ne le postait pas non plus. Et donc là, voilà, je l'ai mis. Et en fait, comme je te disais, par rapport au mannequinat, le fait que mon fils était dans ça, moi, en l'accompagnant sur des projets, on me demandait systématiquement est-ce que j'étais mannequin aussi. Donc de là, j'ai commencé à faire des projets malgré moi, entre guillemets. Voilà, parce que t'es juste trop stylée, voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais du coup, voilà, c'est parti comme ça et on a commencé à faire les choses ensemble. Et là, je savais que dernièrement, en fait, cette année-là, en tout cas il y a 1 an, on avait fait pas mal de très gros projets ensemble et je savais que ça allait sortir de toute façon. Je ne vais pas faire semblant que c'est pas mon fils ou le cacher. Bon, c'est trop tard. Donc voilà, j'ai commencé à partager de temps en temps ces petites photos, voilà. Mais je ne le surexpose pas, ça c'est un truc auquel je tiens. Ça veut dire je vais pas le filmer en train de prendre son petit déj, faire sa vie, enfin voilà, ça c'est ma vie privée, c'est sa vie privée aussi. Donc trouver la juste mesure. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. C'est ça. Et aussi c'est faire confiance et savoir que voilà, c'est la vie, c'est aussi cette vie que j'ai choisie. Je suis dans ça, j'ai déjà le pied dedans. Maintenant, c'est espérer que ça aille bien et qu'on reste dans une bienveillance. Jusqu'ici, franchement, c'est bienveillant. Après, ça arrive que de temps en temps, il va y avoir 2-3 petites choses qui dérapent. Mais t'as déjà eu des commentaires qui t'ont blessé concernant ton fils, par exemple? Blessé, non, parce que moi, pour me blesser, il faut. Je suis quelqu'un je suis hyper sensible de base. Très susceptible, mais tout ce qui me concerne, tout ce qui est physique, tout ce qui est, vraiment ça me passe au-dessus, quoi. On peut me critiquer, ça me dérange pas, mais en fait mon fils, c'est vrai que oui, ça peut toujours me déranger, mais moi ce qui m'a posé problème, une fois j'ai eu un commentaire d'un monsieur, parce que mon fils il a un style très coloré, etc. On pense souvent que les couleurs c'est pour les filles et pas pour les garçons, et du coup il a fait un commentaire très désobligeant, disant oui c'est pas masculin, quelque chose comme ça, sauf que je l'ai affiché sur mes réseaux et il s'est fait tout de suite, mes abonnés sont allés dessus, lui ont répondu, mais ce sont des personnes très souvent frustrés qui ont des mentalités qui sont assez dommages, et moi c'est ce que je ne veux absolument pas pour mon fils, parce que il y a aussi ça parce que j'ai une relation très spéciale avec mon fils, parce que j'ai aussi une image très particulière de l'homme en général, et mon fils c'est comme s'il me permet de me réconcilier avec cette image là, mais parce que moi je veux lui inculquer les valeurs pour moi que je considère qu'un homme devrait avoir en fait. Donc je veux que ce soit un bon homme, et pour moi un bon homme c'est pas ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas être un bonhomme, c'est pas penser que les femmes sont en dessous, c'est pas manquer de respect, c'est pas être assis sur ses lauriers, non, c'est respecter. Moi je veux que toute personne qui croise mon fils sur son chemin se sente en sécurité, se sente respectée, et les choses qui me font le plus plaisir comme retour le concernant, même à l'école, c'est pas oui il a eu des bonnes notes, oui c'est ça, mais moi chaque fois qu'on me fait un bulletin de notes pour mon fils, à la fin il y a toujours un mot concernant son comportement, et pas son comportement je ne m'attends pas à ce qu'on me dise ton fils est sage, etc. Ça c'est pas ça le problème, parce que c'est un enfant, voilà. Mais moi quand on me dit il est gentil avec ses camarades, il respecte tout le monde, il est poli, ça c'est magique pour moi, parce que je me dis finalement j'ai tout gagné en fait, parce que je veux vraiment quelqu'un de bon, tu vois, qui est aussi émotif, et je le laisse en fait être face à ses sentiments. Et pour moi ça c'est la mère aussi un peu qui peut apporter cet équilibre là, et pas en fait il pleure, je dis non pleure pas, t'es un garçon, tu dois pas pleurer, non, il a envie de pleurer, il pleure, il a envie de s'habiller coloré, il s'habille coloré. Oui, de challenger un peu les stéréotypes de genre, et de dire on peut être fatigué, un homme, un vrai, même si on porte de la couleur. Et est-ce que tu as l'impression aussi qu'il y a des attentes particulières, comme si on t'attendait un peu au tournant parce que justement vous êtes une famille monoparentale? Exactement, ça oui. En fait moi on m'attend trop au tournant dans beaucoup de choses. On m'attend au tournant du fait que je l'ai eu tôt. Donc déjà on t'avait dit, tu vois, c'est compliqué.
On m'attend au tournant du fait que effectivement je suis seule avec mon fils. Mais d'un côté, m'attendre au tournant, ça peut-être c'est les gens qui savent pas. Mais ceux qui savent et qui me connaissent bien, qui connaissent ma réalité, on peut pas vraiment m'attendre au tournant concernant ça parce qu'aujourd'hui, si j'ai cette responsabilité-là, c'est pas vraiment de ma faute. Tu vois. Donc voilà, on sait tous qu'un enfant, normalement, il pour un équilibre quand même, logiquement, et même pour moi-même, hein, parce que j'adore mon fils, mais j'aimerais avoir un peu de répit, j'aimerais ne pas stresser tout le temps, penser aux finances, comment je vais faire, comment ceci, comment cela. Mais quand tu endosses une responsabilité aussi lourde, quand tu as deux rôles, que tu dois assumer seul, mais c'est pas facile. Donc finalement, on peut même pas m'attendre au tournant concernant ça. Mais oui, effectivement, les gens, il y a toujours cette chose où ils vont attendre ce petit moment pour essayer de faire des petites réflexions désobligeantes. Mais bon, moi, après, ça me passe au-dessus et j'ai totalement confiance en moi et sur mon rôle de mère, ça c'est sûr. Et est-ce que lui, maintenant qu'il est un peu plus grand, est-ce que ça a déjà été un sujet pour lui? Tu as l'impression à l'école de poser des questions sur sa structure familiale ou est-ce qu'en fait c'est tellement naturel? Parce que parfois les enfants, il y a des choses dont on imagine que ça peut poser problème. En fait, comme c'est la seule réalité qu'ils connaissent, pour eux c'est la normalité et finalement ils se posent pas tant de questions que ça. Non, franchement ça va, ça va. Ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de questions particulières parce que il est avec moi, mais il voit son autre parent. Donc c'est pas comme s'il n'était pas dans sa vie du tout. C'est juste que c'est juste moi qui endosse tout quoi. En fait, tout simplement. Mais non, lui, il le voit pas comme ça. Et moi, en fait, je suis vraiment une personne. Et c'est ce que je fais avec les gens. Ça veut dire aujourd'hui, par exemple, je peux avoir des amis. Je vais penser quelque chose de quelqu'un. Je vais te laisser avoir ton propre avis. Et moi, mon fils, j'ai pas envie de lui mettre quelconque idée dans l'esprit. Je veux qu'il ait une vie d'un enfant heureux, normal. Donc, il aime ses deux parents et ça se passe bien pour lui. Donc, pour lui, tout. Et le fait qu'aussi, il voyage beaucoup, il soit sur les affiches. Pareil, pour lui, c'est naturel ou il se rend compte quand même qu'il y a un petit décalage par rapport à la plupart de ses camarades? Il se rend pas compte. Et ça aussi, je suis contente pour ça. Parce qu'en fait, je n'ai jamais voulu apporter une espèce de toxicité dans ça. Donc, c'est pas facile à manager. Mais moi, déjà, il a commencé très tôt. Donc, il était très, très petit. Pas du tout conscient. Pour lui, c'est que de l'amusement. Donc, on voyage, on rencontre des copains. Même quand ça arrive, de temps en temps, je dois envoyer aux agences des vidéos de casting, etc. Sur les vidéos, je lui pose souvent la question, est-ce que tu aimes faire des photos? Est-ce que tu aimes faire ce que tu fais? Et il va dire, oui, j'aime bien. Et je lui dis, pourquoi? Et il va dire, parce que je rencontre des nouveaux copains. Donc, lui, c'est tout ce qu'il retient, en fait. Et pour te dire, même avant, il n'avait pas vraiment conscience qu'on partait pour faire des photos ou quoi. Il disait, on va aller dans une autre maison. Donc, il parle des hôtels ou des endroits où on se retrouve. Il réalisait pas. Les marques, il ne les connaît pas du tout. Ça veut dire que si tu lui demandes c'est quoi telle marque pour qui il a shooté plein de fois, il sait pas ce que c'est. Il ne pourrait pas te dire. Maintenant, plus il grandit, de plus en plus il va commencer à être conscient parce qu'on va commencer à le reconnaître. Et moi, ce que j'ai fait aussi, j'ai fait en sorte qu'il n'en parle pas à l'école. Donc, je lui avais demandé, je lui ai dit, t'en parles pas du tout à l'école, je veux que tu aies une vie normale. Donc, moi, chaque rentrée scolaire, je rencontre les maîtresses pour leur expliquer, parce que du coup, de toute façon, des fois, il est obligé de s'absenter un petit peu, et leur dire en fait que je ne veux pas que ça s'ébruite et je veux qu'il ait une vie normale. Je veux pas qu'on parle de ça. Lui, en tout cas, si c'est juste lui, il va pas en parler. Donc, ça reste comme ça. Donc, les maîtresses, elles comprennent et au contraire, elles trouvent ça bien. Mais ça arrive de temps en temps qui vont le reconnaître, ils vont dire mais je t'ai vu sur telle publicité et tout. Il va dire ah oui, du coup il va venir, il va dire maman il y a tel qui m'a vu. Je lui dis non mais c'est pas grave, il te voit. Ce que je ne veux pas c'est que voilà, je veux pas qu'il prenne la grosse tête ou que ça devienne un truc de harcèlement. Voilà, j'ai pas envie de ça. De l'ostraciser ou de. C'est ça, j'ai pas envie de singulariser par rapport à ça. Non, je veux vraiment qu'il ait une vie normale. Et lui, c'est comme ça qu'il le vit et il n'en parle absolument pas. Ça veut dire que quand il a un projet, je vais le prévenir. Je lui demande d'abord parce que je décide pas à sa place. Je lui dis voilà, t'as ça, est-ce que tu veux y aller? Il me dit oui. Donc je lui dis pas la marque ou quoi parce qu'il en sait rien pour le coup, il s'en fiche complètement. C'est plus le pitch, le concept. C'est ça. Il dit ok. C'est ça. Et à force d'avoir travaillé aussi parce que sur place ils ont des child wranglers, donc c'est comme des nounous qui s'occupent d'eux et tout. Donc parfois il va juste se souvenir de ça. Je vais lui dire oui, il y aura tel. Donc il va me dire ah d'accord, il va me dire maman tu sais il y aura qui cette fois? Je dis bon je sais pas encore, on va voir voilà. Et à force il s'est fait des petits copains aussi du monde entier et ça c'est plutôt bien quand même. C'est incroyable quand même. Ah oui ça c'est top et ils parlent pas la même langue et ils jouent tous ensemble et c'est vraiment bien, donc ça lui fait quand même une ouverture d'esprit. Il sait ce qui se passe ailleurs et il est très épanoui et très heureux avec ça. Maintenant là qu'il est grand il sait, parce qu'en fait avant il savait pas que quand il faisait des photos il y avait une suite. Pour lui c'est juste il allait, il a fait, il est reparti. Et comme il est tellement à l'aise et tellement facile, parce que ça aussi, il y a aussi ça, parce que le fait de se faire rappeler tout le temps, c'est parce que aussi c'est un enfant qui accepte en fait de se faire prendre en photo et qui ne bronche pas en fait, très patiemment, voilà. Il s'amuse beaucoup, donc du coup,
des fois je lui montre, mais il pense que c'est moi qui ai pris la photo. Enfin, il comprend quand même pas. Ah oui. Voilà. Donc, du coup, c'est là dernièrement, parce qu'en fait, il avait eu une très grosse campagne, il s'est retrouvé à Times Square, et lui, en fait, son rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Ah oui, t'as Times Square. Hein. Oui, c'était pour et là, il s'est dit, ah oui, donc en fait, ça. Et donc, du coup, les photos arrivent quelque part. J'étais aux États-Unis, je lui dis oui et tout. Donc, et du coup, des fois, t'entends, maman, tu me remontrer la vidéo où j'étais aux États-Unis. Ah oui, donc en fait, il est allé aux États-Unis, mais sans y être allé, quoi. C'est ça. Donc, ça, par contre, oui, c'est la seule chose qu'il a vraiment retenu et compris. Et que son image voyage au-delà de lui. C'est ça, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est... Il y a des concepts, des fois, ça paraît évident. Non, mais quand et tu sais... Et puis, en fait, quand on sait pas, on sait pas. Moi, j'ai eu une discussion, sur un autre sujet, mais avec ma fille de 5 ans, où je lui disais, ça, on le fera demain. Elle me dit, donc maintenant. Je lui dis, non, demain. Ah, oui, elle me dit, mais aujourd'hui, on est demain. Parce que avant c'était hier. Ah, et j'étais là, oui, alors, on est le demain d'hier, mais on est le aujourd'hui, et après, demain... J'étais là. Oui, c'est ça. Je me dis, en fait, ça paraît évident, mais non, c'est pas si simple. Oui, non, c'est pas si simple. Et oui. Donc, de se dire que je fais des photos et que ces photos vont se retrouver sur différents supports et voyager, et que mon image va se retrouver dans des pays où moi-même j'ai jamais été. Exactement. C'est vrai que c'est pas forcément. Et pourtant, parce que en fait, moi aussi, pareil, par rapport à ça aussi, je suis pas à la quête des projets ou des choses. Donc, en fait, moi, c'est vraiment ce qui vient, il prend. Et c'est vrai que pour lui, ça cartonnait vraiment. On l'appelait de partout et je pouvais pas le multiplier. Hein, c'est une personne, donc je pouvais rien faire d'autre. Et en même temps, ça faisait que par moments, il était un peu partout pour différents projets. Et en fait, c'était ma famille ou des amis ou des gens en fait qui le prenaient en photo quand ils le voyaient quelque part pour me l'envoyer parce que moi, j'avais vraiment la paresse d'aller chercher les photos. Ouais. Mais ça arrive qu'une fois de temps en temps, on allait dans le centre commercial et je lui dis tiens, on va aller regarder. Et je lui dis regarde, c'est toi. Et il dit oui. Et après, il va partir. Ok. Il s'en fiche complètement. Donc, oui, c'est sa normalité. Voilà, c'est ça. Et j'aimais beaucoup cette innocence-là. Et je me suis dit, je vais la lui laisser. J'ai pas envie que ça lui monte à la tête, qu'il prenne la grossette. Parfois, ils sont tous sur des projets avec certains enfants qui vont peut-être parler de choses. Lui, il sait même pas de quoi il parle. C'est le cadet de ses soucis, quoi. Et cette innocence-là, c'est beau. Et c'est aussi toi qui le protège aussi en faisant en sorte que ce soit pas un sujet, que dans son quotidien, il reste dans cette normalité. Il reste un enfant normal. Il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Et tu disais tout à l'heure que le fait d'élever ton fils comme l'homme que tu aimerais qu'il soit, justement, quelles sont vraiment les valeurs que tu cherches à lui transmettre ? Moi, ce que je cherche à lui transmettre, déjà, c'est l'empathie. L'empathie, c'est tout, ça fait tout, en fait. Ça résume vraiment tout. Ouais. Mais l'empathie, le respect. Ouais. Et qui dit empathie dit respect de toute façon. Donc, vraiment, l'empathie, ça regroupe littéralement tout. Et surtout, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il ne pense jamais qu'il vaut mieux qu'une femme, parce que c'est un homme. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne voudrais jamais qu'il se dise ça. Je veux qu'il sache qu'en fait, aujourd'hui, c'est un homme, c'est vrai. Il y a d'autres personnes qui sont des femmes, ou peu importe, mais qu'en fait, on vaut tous la même chose, et qu'on doit tous se respecter. Et que tant qu'il aura de l'empathie, il aura toujours pitié, il fera toujours attention, il aura toujours du respect, il sera toujours aimant, tu vois. Parce que moi, en plus, mon fils est très très sensible et très aimant avec les gens, avec tout le monde. Et je veux vraiment qu'il garde en fait cette sensibilité-là et que voilà, qu'il ne laisse pas la vie, tu vois, lui enlever ça ou lui faire croire qu'il doit être un bonhomme pour je ne sais quelle raison. Est-ce que quand tu as appris ou su que c'était un petit garçon, est-ce que ça t'a créé un stress justement de dire est-ce que je serais capable de l'élever comme la personne que j'aimerais qu'il soit ? Est-ce que tu l'as pris comme un défi ou est-ce que... En fait, moi, j'ai toujours cru que j'aurais des filles. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours au début voulu des filles. Plus pour le côté coquetterie. C'est pour ça que c'est paradoxal parce que finalement aujourd'hui quand tu vois mon fils, son style, etc., ça veut rien dire comme quoi. Mais pour le côté coquette, s'amuser, etc., je voulais vraiment avoir une fille. Mais après finalement, au courant de ma grossesse, avant juste d'apprendre que ce serait un garçon, donc j'étais à peu près à 4 mois, je me suis dit en fait finalement j'aimerais bien avoir un garçon. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit ça. Et quand je suis allée faire l'échographie du 5e mois, j'ai tout de suite dû, avant même que le médecin dise, je lui dis alors et tout, il me dit oui c'est un garçon. Je lui ai dit ok, j'étais très contente, je suis allée en magasin, j'ai acheté un petit body bleu, histoire de juste l'attendre et lui dire bon bah voilà. Mais non, je me suis pas posé de questions sur comment je vais l'éduquer, etc. La seule chose qui m'inquiétait c'est comment j'allais l'habiller. En fait, moi c'était plutôt ça. Parce que bon, si vous les magasins, ce que je vois, voilà. Mais finalement, voilà, j'ai pu découvrir plein de marques super cool.
Okay. Voilà. Et par rapport à toi, l'éducation que tu as reçue ou la façon dont tu as grandi, quelles sont les choses que vraiment tu dis que tu veux faire différemment? Tu disais déjà ce lien mère-enfant, peut-être le quotidien un peu plus prononcé. Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu te dis que ça, c'est des choses que tu aimerais faire différemment avec ton fils? Bah moi, ce que j'aime faire différemment, quand je fais déjà, c'est vraiment déjà l'écoute. L'écouter et le considérer réellement. Bien sûr, quand je dis ça, je ne dis pas du tout que nos parents ne nous considèrent pas. Mais je vais dire, en tout cas, pour moi, c'est important de réaliser qu'un enfant, c'est un être humain. Et que c'est pas... Et qu'en fait, il ne m'appartient pas. Surtout ça. Il ne m'appartient pas. Ça, voilà. Pourtant, je l'aime plus que tout. C'est mon tout. Je fais tout pour lui. Mais il ne m'appartient pas. Il est un être humain. Il a sa façon de penser, sa façon de réfléchir. Et que je ne peux pas... C'est pas parce que je suis sa mère que j'ai toujours raison. Parfois, moi aussi, j'ai tort. Et moi, j'ai pas de mal à dire à mon fils pardon. Parfois, je dis des choses sur le coup où je m'étais peut-être énervée. Il va me dire, oui, maman, comment tu m'as dit ça? Parce qu'il est très susceptible comme sa mère. Et donc, je lui dis, c'est vrai, j'aurais pas dû te dire ça comme ça, effectivement. Donc, pardon. Et le fait de lui dire pardon, lui aussi, c'est qu'il pourra dire pardon aux autres. Et en fait, moi, j'ai envie d'être un bon exemple pour mon fils. Et depuis que je l'ai, c'est pour ça que je sais qu'il a vraiment changé ma vie. C'est que j'essaie toujours de m'améliorer. Et une fois que je lui apprends quelque chose, parce qu'en fait, même dans son apprentissage, je lui fais un peu, tu sais, c'est un peu comme on appelle ça, je pense, l'école de la vie ou l'école de la nature. C'est ce concept où les enfants, ils apprennent dans le tas. Donc moi, il va à l'école, bien évidemment, mais en fait, dans les choses que je veux lui inculquer, j'attends que son cerveau soit prêt à l'enregistrer. Donc parfois, dès qu'il y a une situation qui se passe, des fois, il va venir m'expliquer, à l'école, il s'est passé ça. Je lui explique. Je dis, ok, donc dans ces circonstances-là, voilà ce que tu dois en retenir, voilà ce qui s'est passé. Et donc, quand tu seras plus grand, tu seras des fois confronté à des situations comme ça. Voilà comment tu dois faire, etc. Et moi aussi, une fois que je lui ai dit quelque chose, j'essaie de ne pas le reproduire. Si c'est quelque chose, par exemple, que je ne veux pas qu'il fasse. Parce que je n'ai pas envie qu'il se dise, bah, du coup, pourquoi tu le fais? Et parfois, ça arrive que je lui dise une chose et que moi-même, je le fais. Et du coup, elle me dit, mais maman, pourquoi tu fais ça? Tu m'as dit que tu voulais pas faire. Je dis oui, effectivement, t'as raison. Et des fois, je dis faut que tu saches qu'en fait, qu'on est tous des humains et que malheureusement, c'est ça le combat en fait de notre vie où des fois, on sait ce qui est bien, ce qui est pas bien, mais parfois on va faire des choses et c'est comme ça. C'est ça. Éduquer par l'exemple, ça c'est essentiel et c'est parfois difficile et les enfants ont vraiment le doigt pour nous mettre face à nos contradictions. Moi, je vois avec ma fille, je me dis donc nous on n'a pas le droit aux écrans, mais tu passes ta vie sur ton téléphone. Exactement. C'est ça. Bon, ça je sais que c'est un axe d'amélioration. C'est ça, voilà. Ou voilà, genre je la mets au lit, elle m'a dit mais toi tu dis tout le temps que t'es fatiguée, pourquoi tu vas pas te coucher? C'est ça, voilà, c'est ça. Et le problème c'est qu'aussi il faut rester crédible, je trouve. C'est ça. Et moi je vais jamais minimiser ses dires. Ça veut dire s'il me parle, je vais pas dire c'est bon, voilà. Le peu de fois où ça peut m'arriver, c'est que vraiment je suis saturée, fatiguée, j'en peux plus et qu'il est en train de parler dans mes oreilles. Et après je lui dis pardon, voilà, et puis ça passe. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, devenir parent, nos enfants nous challenge en fait. Et souvent, ils vont venir appuyer précisément là où ça exactement. C'est ça. Ça, c'est vrai. Là où peut-être nous-mêmes, on a des choses à régler. C'est ça. Mais je trouve ça important, effectivement, ce que tu dis, de dire, c'est un être humain. Voilà. Et on peut aussi se tromper et on peut assumer aussi qu'on a fait des erreurs en tant que parent. Et se montrer aussi faillible. Oui, responsable, exactement. Mais parfois faillible et qui sache que tout le monde peut se tromper et apprendre aussi à dire pardon. Et alors j'ai une dernière question, c'est un peu la question rituelle de ce podcast. Bon, il est déjà un peu grand, mais quand il sera même adulte, qu'est-ce que tu aimerais que ton fils dise de toi? Ok, alors ce que j'aimerais qu'il dise de moi, c'est que j'aimerais qu'il puisse se dire que maman est enfin heureuse ou épanouie. Parce que c'est vrai que très souvent, il a tendance à me dire oui maman, j'en ai marre de te voir souffrir, oui maman, t'es tout le temps fatiguée. Et je ne veux pas en fait qu'il me voie par pitié, mais en fait qu'il voit et qu'il sache en fait que tout ce que j'ai fait, que je fais pour lui, je le fais uniquement pour lui, que j'attends rien en retour. J'attends pas une reconnaissance quelconque, parce qu'en fait pour moi c'est lui qui m'a tout donné, que c'est moi qui lui dois tout, lui ne doit rien, parce qu'il a rien demandé. Il est juste venu, il est là. Au contraire, il m'a permis de grandir, de me développer, de prendre des risques, d'avancer, même si c'est pas facile, c'est très challenging. J'ai eu des phases très très compliquées. L'année dernière, j'étais très malade. Beaucoup de choses que j'ai traversées et dont lui, il le sait parce qu'il est tout le temps avec moi. Mais j'aimerais qu'il puisse, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a pu voir, qu'il sache que ça va en fait, que ça va pour moi et qu'il puisse prendre son envol, qu'il puisse être heureux et qu'il s'en sorte en fait. Finalement, moi, c'est tout ce que je veux pour lui. Donc, voilà. C'est beau parce que c'est un peu une inversion
de la façon dont on voit les choses de manière générale, de dire en fait, c'est pas mon enfant il me doit la vie, ok, mais au-delà de ça, c'est moi qui lui dois tout, parce que c'est lui qui a fait de moi la personne que je suis. Exactement. Et il devra pas me payer de ça. Jamais. Et parce qu'on peut voir aussi les enfants comme un investissement. C'est ça. Mais moi, je ne le vois pas comme un investissement, mon fils. En se disant qu'on investit dans leur éducation et qu'un jour, ils vont nous rendre, et nous rendre même plus, potentiellement ce qu'on leur a donné, et de se dire, mais il faut aussi voir ce que les enfants nous apportent. C'est ça. Nous qui avons choisi de les mettre au monde. Exactement. Et comment ils nous ont fait évoluer, et de les libérer, quelque part, de ce poids de rétribuer. C'est ça, de cette attente. Parce qu'au final, de toute façon, par exemple, moi, quand je vois mes parents, je serai toujours là pour eux, je vais jamais les abandonner, tout ce que je pourrais faire pour eux, je le ferai. Mais pour moi, on le fait pas parce que ils ont fait quelque chose pour nous, on le fait parce qu'on les aime de la même manière qu'ils se sont occupés de nous, parce qu'ils nous aiment aussi. Ouais. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour moi, de toute façon, ton enfant, tant que tu as un bon lien avec lui, tu n'as aucune raison, entre guillemets, qu'il t'abandonne. Et de toute façon, moi, je m'attends pas, je me dis pas, j'investis sur mon fils pour que plus tard, je vais être tranquille. Non, moi, je veux m'en sortir, pour m'en sortir tout court. Et lui, je veux aussi qu'il s'en sorte. Et voilà. Ouais. Et je veux qu'il se dise rien, en fait, juste qu'il soit... Et qu'il dise que sa maman est heureuse, parce que je sais qu'il s'inquiète beaucoup pour moi. Eh ben, on te souhaite tous et toutes d'être heureuse, parce que vraiment tu le mérites. Et merci beaucoup d'avoir témoigné. Je sais que quand on est de base réservé, c'est pas des conversations qui sont forcément faciles à avoir, et je te remercie de l'avoir fait. Merci beaucoup. Et oui, un plaisir. On attend de voir la suite, mais vraiment on te souhaite aussi d'être heureuse comme ton fils. C'est gentil, merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et surtout en parlant et en partageant autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux @tambalipodcast ou @fordemamas pour la partie doula. L'aventure ne fait que commencer. Tambali.